Je vais me chronométrer là, parce que je commence. Chers collègues, l'avenir appartient aux polyglottes. Immergez-vous dans le monde des bilingues, ou immersez-vous plutôt. Soyez trilingues. Les langues, profitez du confinement pour en apprendre. Voici des titres que j'ai vus récemment. Voici ce qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Et apprendre des langues, on est tous d'accord, c'est amusant. Et ça peut l'être pour les enfants, les ados et les adultes aussi. Contrairement à l'idée répandue, apprendre une langue ne devient pas forcément plus difficile avec l'âge, cela devient simplement différent. Et en tant qu'adultes, nous disposons d'un certain nombre d'outils et de techniques auxquels les enfants n'ont pas accès, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément plus facile, mais voilà, c'est différent. Mais aujourd'hui, de toute façon, je vais vous épargner un discours sur l'acquisition des langues pour les adultes, car je sais que vous êtes tous déjà experts dans la matière. Et je vous propose donc un discours sur l'apprentissage de la langue chez les enfants. Alors, il se peut que vous n'ayez pas encore d'enfants. Enfin, non, on vient de rencontrer notre nouvelle membre qui a 4 ans. Ou peut-être que vous en avez, oui. Mais peut-être que vous avez des nièces ou des neveux ou, je ne sais pas, des amis qui ont des enfants. Donc, cela nous concerne tous. Il est très important de contribuer au multilinguisme, au monde. Et en tant qu'interprète, nous parlons tous plusieurs langues. Donc, ne serait-il pas dommage de ne pas transmettre la connaissance d'une langue et d'une culture, et non seulement ça, mais aussi l'amour de l'apprentissage d'une langue? Oui, ce serait dommage. J'aurais bien voulu, par exemple, pour vous donner un exemple personnel, j'aurais bien voulu qu'on m'apprenne ma langue paternelle au sens propre pendant mon enfance. C'est assez frustrant de ne pas pouvoir communiquer lorsque je me rends dans le pays de mon père. J'ai grandi dans un milieu bilingue à partir de l'âge de 6 ans, soit ma langue maternelle, le français, et puis la langue du pays dans lequel j'habite toujours, l'anglais. Donc, commençons justement en parlant du bilinguisme. Bilinguisme, ouais, on va dire que c'est ça. Tant pis. Alors, sur la planète, plus de la moitié de la population, les estimations aussi entre 60% et 75%, est au moins bilingue. Et beaucoup de pays possèdent plus d'une langue officielle, telle que la Belgique, la Suisse. L'Afrique du Sud en a 11, figurez-vous. Et par les temps qui courent, on s'attend de plus en plus à ce qu'une personne parle, lise et écrive au moins une des quelques super langues, on va dire, langues dominantes, majoritaires, comme l'anglais, le chinois, l'hindi, l'espagnol et l'arabe. Donc, conclusion, être monolingue, comme c'est le cas de nombreux locuteurs natifs de l'anglais, c'est faire partie d'une minorité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon, je ne vais pas ouvrir la parenthèse. J'essaie d'être disciplinée aujourd'hui. Et donc, voilà, il serait dommage de priver nos enfants des nombreux avantages d'être bilingues. Donc, la grande question, parce que je pense que vous me comprenez, comment faire pour avoir des enfants bilingues? Alors, imaginons par exemple que j'ai des enfants et que mon mari est bilingue et qu'on parle tous les deux français et anglais. Et là, ce serait déjà la situation idéale car ça facilite la tâche, non? Et puis, c'est bien de partager quelques points communs culturels et linguistiques avec son mari. Pas que la langue et la culture soient la même chose parce que c'est bon. Donc, imaginons que lui, il parle en anglais aux enfants et moi, je m'occupe du français et je parle à mes enfants en français. Là, ça marche très bien. Sauf que je ne m'imagine pas ayant des enfants qui n'ont pas le même accent anglais que moi. Donc, quel que soit leur accent français, ça ne me perturbe pas autant que s'ils avaient un accent anglais qui n'est pas londonien. Je suis désolée de le dire.
Si mon mari, par exemple, est australien ou, je sais pas moi, canadien, américain, africain, c'est moi qui va parler en anglais aux enfants et lui, il s'occupe du français. Je fais quand même une petite exception pour les accents irlandais parce que là, c'est vraiment merveilleux. Bref, donc, dans le cas où un parent parle deux langues, évidemment, il tombe sur ce parent-là de parler l'autre langue aux enfants. Mais la dynamique sera un peu bizarre car l'époux ou l'épouse ne comprendra pas ce que l'on communique aux enfants. Mais ça peut aussi être l'occasion d'apprendre avec les enfants. Et quand me dites-vous d'être trilingue? Oui, je sais, il ne faut pas trop charger sa barque non plus, mais c'est possible. Il y a plusieurs façons de le faire. Je commence par celle qui est la moins efficace, le temps. Donc, vous pouvez diviser la journée en 3, matin, midi, soir, et allouer une partie de la journée à chaque langue. Donc, imaginons que vous voulez que vos enfants parlent anglais, français, espagnol. Vous faites matin anglais, midi français, soir espagnol. Et oui, pourquoi toujours les langues dominantes? On peut inclure les langues régionales et les dialectes aussi, bien sûr. Je ne suis quand même pas colonialiste à ce point-là, mais je reste avec ces exemples-là pour simplifier les choses. Donc, peut-être que vous pensez que le soir, c'est le pire moment car les enfants sont fatigués, mais au contraire, il y a le souper et puis il y a aussi les histoires qu'on lit aux enfants avant de dormir. Les fables de La Fontaine, par exemple, mais encore mieux, les contes de... comment ne pas vous conseiller un livre? Les contes de Hans Christian Andersen. Bon, je ne sais pas comment dire ça en français, hein? Hans Christian Andersen. Pour que les enfants soient éduqués à la danoise, avec des contes de fées qui ne sont pas hollywoodiennes, avec une fin heureuse et qui, par conséquent, déforment la réalité, mais des histoires qui ont une morale et qui préparent les enfants pour la vie, au lieu des mensonges de Disney et autres. Je suis folle? Non, je ne suis pas folle. À mon avis, cette façon avec le temps, matin, midi, soir, elle n'est pas efficace. Je pense surtout que ça perturberait l'enfant qui, selon ce que j'ai lu, l'enfant va commencer à mélanger les langues et faire des calques tels que « Maman, maman, je cherche pour mon nounours ». En anglais, c'est « I'm looking for my teddy bear ». En français, on ne va pas dire « pour », je cherche pour, c'est juste « je cherche ». Ou bien dire sur lundi, j'ai mathématiques. On Mondays, I have maths. Non. Le lundi, j'ai mathématiques. Ou bien des calques espagnols. J'espère qu'il fasse beau demain. Non. Parce que le verbe espérer, ça ne prend pas le subjonctif en français. Par contre, en espagnol, si. Donc, une deuxième façon de faire, si vous ne voulez pas faire le système en utilisant le temps matin, midi, soir, c'est d'associer une langue à un lieu. Par exemple, à la maison, on parle français, à l'école, on parle anglais. Et puis, je ne sais pas où on va parler espagnol. Je ne sais pas, mais vous pouvez trouver un autre endroit. Par exemple, aller chez quelqu'un et parler espagnol là-bas, mais j'en reviens sur ce point plus tard. Mais le problème avec ce système, c'est que, imaginons qu'à la maison, on parle français. Le français deviendra une langue domestique pour l'enfant, ce qui est problématique aussi. Donc, pour prendre un exemple personnel, à la fac, à l'université, je ne savais absolument pas comment dire louche, torchon, lavette, tous ces trucs-là dans la cuisine, enfin dans la maison. Et d'ailleurs, mes colocs, à la fin de l'année, ils disaient toujours « Where is my bouillotte? Where is the peignoir ?» Et ils mélangeaient les langues comme ça parce que c'est ce que je faisais et ils ont pris l'habitude de faire ça. Donc, si ça marche pour les adultes, ça marche aussi pour les enfants. Mais le truc, c'est de faire attention à ce que la langue ne devienne pas uniquement domestique. Parce que, voilà, c'est problématique en soi. Ensuite, une autre façon de faire, c'est d'associer une langue à des personnes spécifiques. Donc, souvent, on a
on a de la pression de nos parents, donc les grands-parents des enfants. Et donc, la solution, c'est qu'ils s'en occupent. Surtout si nos parents ont une langue maternelle différente à la nôtre. Quelle complication. Et si j'ajoute, par exemple, mes parents, dans ma famille, on a 3 langues. Imaginons si chez mon mari, ils ont aussi 3 langues. Mais c'est la cata totale. Donc, les grands-parents peuvent être utiles pour cela. Mais aussi les tantes, les oncles, voilà. Je suis déjà, pas au sens strict du mot, mais tante Farah pour mes amis qui ont des enfants. Elles disent toujours, ah oui, et le français, ce sera chez Farah. Ou voilà, les langues, ce sera chez Farah. Chez moi, ça va être une garderie. Hein, moi, parce que mes cousins, mes cousines, mes frères, mes sœurs ne cessent de dire, ah oui, les langues, ce sera avec Farah. Donc voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais bon. Et puis, un petit point sur les cultures où la polygamie existe. Là, ce serait intéressant de faire une langue par parent. Mais bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Alors, si vous avez peut-être des enfants qui sont un peu plus âgés, des adolescents par exemple, peut-être que vous pensez, serait-ce trop tard? Non, 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 non. Serait-ce trop tard de leur apprendre une langue? Il n'est jamais trop tard. Quoi que ce soit, il ne faut vraiment pas avoir cette mentalité défaitiste. Je regarde le chronomètre. Oula. J'accélère. Ne paniquez pas trop. Ce qui est important pour les adolescents, c'est d'adapter la langue à la réalité de l'enfant, de l'adolescent. Donc, il ne s'agit pas, par exemple, de dire « descends, on va faire du français, on va faire de l'espagnol ». Non. Ils ne veulent pas étudier, ça ne leur intéresse pas. Ce n'est pas la peine d'essayer parce que vous allez vous prendre la tête avec ça. Donc, ce qu'il faut faire, il faut jouer ensemble, regarder des films ensemble, des films qui leur intéressent, faire des sorties ensemble. C'est d'ailleurs plus facile si vous habitez dans un pays bilingue ou trilingue comme la Belgique, la Suisse ou autre, parce qu'au moins vous pouvez, par exemple, je ne sais pas moi, vous voyez un tram, il est mis départ imminent, Vertrek, et vous dites, ah ben voilà, Vertrek, c'est le mot flamand pour départ. Enfin, des trucs comme ça. Ça doit être dynamique, ça doit être créatif. Et pas, on va s'asseoir, on va ouvrir un livre et on va se mettre à étudier. Non. Si vous n'habitez pas dans un pays bilingue, trilingue, comme c'est le cas pour moi, vous pouvez faire des voyages à l'étranger, ce qui est aussi très intéressant, bien entendu. Les étés, vous partez, je ne sais pas moi, en Espagne ou dans un autre pays. Et puis pour les adolescents, c'est très important, par exemple, je ne sais pas, si leur artiste préféré va faire un concert dans un autre pays, vous profitez, vous allez dans ce pays-là et puis vous allez au concert, bien entendu, parce qu'il faut une récompense pour les adolescents, il faut de la motivation pour eux. Et puis après ça, vous faites des sorties, vous vous baladez, vous vous promenez, vous allez au restaurant et c'est l'enfant ou l'adolescent qui lit le menu, c'est l'adolescent qui fait la commande, c'est l'adolescent qui paye avec l'argent des adultes. Parce que c'est très bien de savoir les mots et les expressions et les choses comme ça, mais même au niveau des auxiliaires, il faut savoir quels auxiliaires employer. Alors pour le cas belge, c'est assez compliqué parce que ce n'est pas les mêmes auxiliaires qu'en français. On utilise beaucoup plus savoir que pouvoir. Par contre, imaginons donc qu'on est en Espagne, au restaurant, il est l'heure de payer et donc l'adolescent va payer et il dit au camarero, ¿puedo pagar? Non, un espagnol ne va jamais dire puedo pagar, je peux payer, can I pay? Non, ça ne marche pas. Donc oui, l'adolescent connaît les mots, mais est-ce qu'il connaît vraiment comment employer la langue? Parce que, voilà, je crois que vous me comprenez, parce que je dois vraiment conclure, je m'excuse. Donc, un dernier conseil, il faut éviter à tout prix, mais à tout prix, que tout ce qui peut être considéré comme négatif. Donc, pour tout ce qui est, pour éviter des situations traumatiques pour l'enfant, c'est très important que l'enfant n'associe pas une langue à quelque chose de négatif. Donc, évitez
je ne sais pas moi, les insultes, il ne faut pas insulter les enfants, mais je vous le dis quand même, parce qu'on est tous humains, les disputes et les choses comme ça. Non, c'est un non en majuscule. Alors, pour conclure, chers amis, chers parents, n'abandonnez pas, il n'est jamais trop tard, vous pouvez vous mettre maintenant, vous pouvez commencer, parce que sinon, vous allez dire, ah, je me souviens de quand cette fille avait fait ce discours-là, j'avais pensé, et ça, c'était il y a 3 ans, si j'avais commencé, où on serait aujourd'hui, blablabla. Donc, commencez maintenant. Et puis, chers adultes sans enfants, lancez-vous et développez votre potentiel et le potentiel d'autres enfants autour de vous. La seule chose qui puisse vous empêcher vraiment d'apprendre une langue à l'âge adulte, c'est de baisser les bras avant même que vous n'ayez essayé. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que c'était intéressant.